Module 3. Comment maîtriser l'intérieur d'une banque? Première partie. Qu'est-ce que le contrôle interne? Le contrôle interne peut être défini comme l'ensemble des sécurités que la direction définit, applique et surveille sous sa responsabilité afin d'assurer dans la mesure du possible la conduite ordonnée et efficace des activités de l'entité. Quels sont les objectifs d'un contrôle interne? Dans les institutions de microfinance, les objectifs visés par le contrôle interne sont les suivants: assurer la protection et la sauvegarde du patrimoine, assurer la fiabilité et l'exhaustivité des données financières et de l'information de gestion, vérifier l'efficience et l'efficacité des ressources, veiller à la prévention et à la détection des erreurs et des fraudes, et enfin garantir la conformité aux lois et réglementations en vigueur. Quels sont les éléments garantissant l'efficacité d'un système contrôle interne? Les contrôles basés sur les autorisations, les contrôles entourant l'enregistrement des données, les contrôles assurant la sécurité des biens et des personnes, la supervision exercée par la direction, la vérification de l'existence des valeurs. Citez 5 normes de contrôle interne basées sur les autorisations. La politique salariale est approuvée par le conseil d'administration, CA, de l'association Aide Appui Financier. Les situations financières sont périodiquement présentées au CA pour approbation. Les demandes de prêt sont toutes soumises au comité de crédit pour délibération. Les différentes normes et procédures en vigueur sont approuvées par le CA. Les données financières sont validées avant le versement du prêt. Citez 5 normes de contrôle interne entourant l'enregistrement des données. Les écritures financières sont toutes effectuées à l'encre. Les pièces justificatives sont systématiquement enregistrées au journal, brouillard, et barrées avant leur classement. Les corrections dans les registres financiers sont faites de telle manière que les changements puissent être vérifiés plus tard. Les registres comptables sont suffisants, adéquats et bien tenus. Un moyen de suivi de ces stocks est mis en place, registre permanent ou fiche de stock. Énumérez 10 normes assurant la protection des biens et des personnes. La caisse doit avoir un placement sûr, local pas très isolé. Une chambre forte est construite pour abriter les objets de valeur. L'accès au stock est limité aux seuls responsables. S'il y a un système d'alarme, son bon état de fonctionnement doit toujours être vérifié. Les guichets doivent obligatoirement être utilisés lors des opérations avec les membres ou les clients. La nuit comme le jour, l'argent est conservé dans le coffre-fort après les opérations. Les déboursés sous forme de chèques doivent nécessiter 2 signatures. Le taux de conversion de l'épargne en prêt ne doit pas dépasser la limite définie par la politique, 75%. Les factures payées sont annulées par estampille ou autrement afin qu'elles ne puissent pas être réglées une seconde fois. Les retraits au compte d'un membre par un tiers doivent faire l'objet d'une procuration faite à la caisse ou légalisée par les autorités compétentes. Faire ressortir quelques normes de supervision exercées par la direction. La direction doit s'assurer du respect de la procédure comptable en vigueur. Elle doit s'assurer de la fiabilité des livres comptables par des pointages d'opérations, par des vérifications d'addition, de calcul, de solde, etc. Elle doit s'assurer de l'existence des différents équilibres comptables par comparaison ou par balancement. Un décompte sur prix de la liquidité est effectué au moins mensuellement par un responsable. Les pièces externes, factures, reçus, etc. sont visées avant comptabilisation. Les pièces internes sont vérifiées et approuvées par un responsable. Tous les véhicules doivent avoir un cahier de bord dans lequel on consigne le kilométrage au début, le kilomètre à la fin, le lieu, l'objet et le responsable de la mission, le conducteur. Ce cahier de bord doit toujours être contrôlé par un responsable. Le plan d'activité et le budget annuel sont suivis et révisés s'il y a lieu, à chaque trimestre de l'année. Quelles sont les normes se rapportant à la vérification des valeurs? Un décompte sur prix des espèces est fait très souvent par les responsables, au moins une fois le mois. Lors de ce décompte, l'encaisse est conciliée. Les chèques et les divers d'encaisse sont analysés. Le pourcentage des divers d'encaisse est apprécié. Des relevés de compte, des confirmations de solde ou des vérifications de carnet sont effectuées ou demandées, pour faire le rapprochement des 10 comptes. Les comptes bancaires ou les dépôts au siège central sont conciliés.
Les comptes d'emprunt doivent également être conciliés. Les dépôts des membres doivent aussi être conciliés par comparaison du carnet avec la fiche, vérification des carnets. Les prêts aux membres sont conciliés par comparaison de la fiche de remboursement ou à l'état des remboursements produits par le membre. Une vérification de l'existence physique des immobilisations et des stocks est faite par un responsable, agent de l'union, chef d'agence, etc. Tous les ameublements et équipements portés sur le registre doivent exister. L'inventaire des stocks doit correspondre à la valeur portée sur le registre des stocks. L'existence du matériel remis aux employés pour l'exécution de leurs fonctions doit toujours être vérifiée. Le matériel et les différents équipements à l'extérieur doivent faire l'objet de suivi, visite terrain. À quel niveau s'effectuent les activités de contrôle ? Les activités du contrôle interne sont reparties entre tous les niveaux hiérarchiques de l'institution. Pour que le système de contrôle interne donne de bons résultats, il faut donc que sa répartition dans la structure administrative existante ne crée pas de conflit d'autorité, ni de charges de travail trop lourdes, et ne regroupe pas chez la même personne des fonctions de contrôles incompatibles. Elles sont donc regroupées à 3 niveaux, de la supervision, opérationnelle et de la gestion. Quels sont les outils employés dans la réalisation des contrôles ? À chaque niveau de contrôle, existe un outil spécifique adopté pour la cause. Ainsi nous avons un manuel de normes et de procédures pour les contrôles opérationnels. Un registre de contrôle, contrôle de supervision, et un système d'information de gestion, contrôle de gestion. Pourquoi l'évaluation est-elle instaurée dans le contrôle interne ? L'objectif fondamental poursuivi par l'évaluation périodique du contrôle interne mis en place est de vérifier que les procédures comportent les sécurités suffisantes et que les informations sont sincères, les opérations régulières, les organisations efficaces, les structures claires et bien adaptées. Quelle est la place du contrôle de gestion dans le système de contrôle interne ? Le contrôle de gestion est un processus essentiel dans le système de contrôle interne. La démarche de contrôle de gestion implique la responsabilisation de chaque niveau hiérarchique. La définition du périmètre de responsabilité de chacun et la fixation d'objectifs avec des indicateurs sont donc des conditions préalables et indispensables à la mise en place du contrôle de gestion au sein de l'État. De quoi est constitué l'environnement de contrôle ? Il est constitué du cadre fonctionnel des principes et des valeurs qui, sans être toujours exprimés dans des textes formels, influencent, voire oriente l'organisation et son fonctionnement. Quel est le procédé de gestion de risque ? Un système de contrôle interne efficace requiert que les risques importants pouvant nuire à la réalisation des objectifs de la structure, l'établissement ou l'État soient reconnus et continuellement évalués. Cette évaluation devrait couvrir tous les risques auxquels fait face l'entité, incluant en particulier le risque financier, le risque opérationnel, le risque lié à la gestion des actifs et des passifs, le risque juridique et le risque de réputation. Une liste des principaux risques pouvant impacter l'État ou la structure doit être tenue à jour et mise à la disposition du Collège des secrétaires généraux et du Conseil d'État ou aux responsables en charge des contrôles dans les structures. En quoi consistent les activités de contrôle ? Il s'agit de l'ensemble des politiques et des procédures mises en place pour maîtriser les risques et réaliser les objectifs de l'organisation. Ces mesures de contrôle interne doivent être mises en place dans chaque service. Elles comprennent les indicateurs, qui sont indispensables en tant que mesure pour apprécier les résultats obtenus, l'utilisation des ressources, l'état d'avancement des travaux ou le contexte. Quelle est la place de l'information et de la communication dans le système de contrôle interne ? Elles sont essentielles au bon fonctionnement du système de contrôle interne. Ces informations couvrent les aspects financiers et qualitatifs des opérations. Pour être utile, l'information doit être pertinente, communiquée à temps et aux bonnes personnes. Quelle est la formule de risque ? Risque égale conséquence d'un événement, impact, multiplié par la probabilité de survenance. Quelles sont les diverses formes de l'impact du risque ? L'impact peut être financier, comme par exemple une augmentation du coût de la dette due à une fluctuation défavorable des taux d'intérêt ou la value at risk, VaR, pour le domaine de la finance. La VaR est la pire perte attendue sur un certain horizon de temps pour un niveau donné de confiance. Elle permet au responsable d'avoir une idée de son exposition face au risque.
L'impact peut également être qualitatif. À titre d'exemple, on peut citer un impact d'image au niveau de l'État dû à un article sorti dans la presse locale. Suivant les cas, un impact qualitatif peut être chiffré en termes financiers. En reprenant l'exemple cité précédemment, l'impact d'image pourrait être chiffré en estimant les coûts qui seraient générés pour rétablir l'image de l'entité suite à la publicité négative. Quels sont les facteurs ayant une influence sur les risques ? Ces facteurs sont externes et internes. Facteurs externes, à titre d'exemple, l'activité et les engagements budgétaires de l'État sont fortement influencés par son environnement externe. Schématiquement, ces facteurs externes peuvent être catégorisés comme suit: politique, économique, environnemental, social, légal, combinaison des facteurs susmentionnés. Facteurs internes, la gestion des départements et services est également influencée par divers facteurs internes qui exercent des effets positifs et négatifs sur la qualité de suivi des procédures et sur la probabilité de survenance des risques financiers. Ces facteurs peuvent être catégorisés comme suit: ressources humaines, sont principalement concernés les processus de recrutement et de formation, deux piliers du bon fonctionnement d'une entité. La notion de formation comprend le niveau externe, bachelor, master, certification professionnelle, etc., et interne, connaissance des outils et des processus internes. Structure organisationnelle est concernée la structure dans son ensemble, que ce soit en termes de management, direction, département, service, ou de conditions de travail, détermination des responsabilités, répartition des tâches, quantité de travail, forte rotation du personnel, etc. Processus et procédures. Des processus et procédures efficaces et efficients sont indispensables à une bonne maîtrise des activités de l'administration. Logistique, les systèmes d'information et les moyens de télécommunication sont devenus primordiaux pour toute entreprise, institution ou organisation. La performance, la sécurité des systèmes et leur adéquation avec les besoins sont très souvent indispensables à leurs activités et à leur succès. Quelles sont les parties d'une feuille de contrôle ? Une feuille de contrôle comprend l'entête, à la première ligne, le nom de l'agence sous révision, à l'extrême gauche, et le numéro de la page, à l'extrême droite, à la deuxième ligne, l'année de la révision, à l'extrême gauche, et la date de la révision, à l'extrême droite, toujours à la deuxième ligne, au centre, respectivement, les auteurs révision initiale et définitive. Le corps l'évaluateur complétera successivement, au regard de chaque moyen décrit, les résultats de ces contrôles préliminaires, d'application et définitifs. Chaque résultat inscrit, à l'exception de celui de l'évaluation définitive, est précédé de la référence de la feuille de travail sur laquelle l'évaluateur a traité dans les détails près le processus d'évaluation des moyens utilisés par la direction pour atteindre l'objectif de contrôle sous révision. Quelles sont les solutions possibles d'un traitement de risque ? Les différentes solutions possibles de traitement sont: éviter le risque est jugé comme trop élevé et aucune réponse identifiée n'a permis de réduire l'impact et la probabilité d'occurrence à un niveau acceptable. La décision consiste à cesser l'activité à l'origine du risque. Transférer le risque, diminuer la probabilité ou l'impact d'un risque en le transférant ou le partageant. Parmi les techniques courantes, citons l'achat de produits d'assurance, les opérations de couverture ou l'externalisation d'une activité. Limiter le risque, mise en place par les responsables hiérarchiques de mesures et contrôles spécifiques afin de réduire à un niveau acceptable la probabilité d'occurrence ou l'impact du risque, ou les deux à la fois. Accepter le risque, aucune action n'est entreprise face à un risque jugé acceptable, excepté son suivi. Quels sont les points d'analyse d'une solution retenue ? Évaluation des conséquences de la solution retenue sur la probabilité et l'impact des risques, lorsque différents traitements du risque sont évalués, leurs conséquences sur la probabilité d'occurrence et sur l'impact des risques doivent être prises en compte, un même traitement pouvant avoir des répercussions différentes sur la probabilité, d'une part et sur l'impact, d'autre part. Évaluation des coûts/bénéfices, la mobilisation de ressources engendre un coût qu'il convient d'analyser comparativement aux bénéfices attendus des différents traitements des risques possibles. Opportunités identifiées lors du traitement des risques, divers événements peuvent affecter positivement ou négativement la réalisation des objectifs. Notamment des facteurs externes et internes, des modifications de base légale, la capacité de pilotage, les changements organisationnels,
l'évolution des systèmes d'information ou les projets en cours. Les événements ayant un impact positif sont des opportunités qu'il convient d'intégrer au processus de fixation des objectifs, tout en étant conscient que cela peut également générer d'autres risques. Quels sont les principes de base à respecter dans la mise en œuvre de la gestion de risque ? Le processus d'identification, d'évaluation et de traitement des risques est un processus continu. En effet, les changements qui interviennent dans le milieu politique, social, réglementaire, etc. et leurs impacts sur l'activité d'une entité, font qu'un système de contrôle interne qui s'avère efficace dans un certain contexte ne le sera pas nécessairement dans un autre. Lorsque des changements surviennent ou que des risques deviennent avérés, le processus d'identification, d'évaluation et de traitement des risques doit être effectué à nouveau, en totalité ou en partie selon les besoins. Tout responsable hiérarchique doit s'assurer que sa gestion des risques répond aux normes et bonnes pratiques de son domaine. Pour les évaluations importantes se basant sur un jugement d'expert, le responsable hiérarchique veillera à utiliser des méthodes reconnues telles que la méthode Delphi 5 afin de s'assurer que le jugement se base sur l'estimation de plus d'une personne, 2 ou 3. Le principe de proportionnalité doit être respecté. La mise en place des différents aspects de la gestion des risques doit s'effectuer avec discernement. En effet, le responsable hiérarchique doit toujours garder à l'esprit le fait que la gestion des risques n'est pas une fin en soi mais une aide à l'atteinte des objectifs de l'État. La gestion des risques doit être effectuée dans l'optique d'atteinte des objectifs de contrôle interne ainsi que des objectifs, métiers, fixés au niveau de l'État et des entités qui la composent. La gestion des risques doit s'effectuer dans le respect des lois et règlements en vigueur. Quels sont les critères à tenir compte dans les propositions d'amélioration ? Ces propositions visant à améliorer la situation actuelle doivent impérativement tenir compte des critères suivants. Applicabilité. Les propositions doivent pouvoir être applicables en fonction de la structure en place et des risques encourus. Cohérence. Les propositions doivent être cohérentes avec le dispositif de contrôle et la stratégie. Efficience. Le coût engendré par la mise en place des propositions ne doit pas être disproportionné en comparaison des bénéfices /plus-value ressortants de ces propositions. Énumérez quelques améliorations apportées dans le cadre du contrôle interne. Revue et modification des accès informatiques donnés aux collaborateurs. Sensibilisation accrue des collaborateurs aux exigences de contrôle interne. Mise en place d'une stricte séparation des tâches entre les différents collaborateurs. Mise en place d'une procédure de suivi des anomalies ou erreurs constatées lors de la revue des dossiers avec rapport à la hiérarchie. Renforcement des contrôles en cours de vie d'un dossier par une revue aléatoire des justificatifs de paiement. Qu'est-ce qu'un indicateur ? Un indicateur peut être défini comme une mesure utilisée pour apprécier les résultats obtenus, l'utilisation des ressources, l'état d'avancement des travaux ou le contexte, environnement. Quel est le but d'un indicateur ? Il s'agit de rapprocher différentes catégories de données, opérationnelles ou financières, et de faire l'analyse des liens existants entre elles. Le résultat de cette démarche permet de déterminer s'il est nécessaire de poursuivre des actions d'investigation ou de mettre en œuvre des mesures correctrices. En analysant les résultats inattendus ou les tendances inhabituelles, la direction identifie les circonstances pouvant amener à l'incapacité de mettre en œuvre un processus clé et donc d'atteindre les objectifs fixés. Quelles sont les différentes catégories d'indicateurs ? Les indicateurs peuvent être classés en 3 catégories. Les indicateurs d'environnement décrivent le contexte dans lequel opère le service soit sur le plan global, soit sur le plan local. À titre d'exemple, on peut citer les caractéristiques sociologiques de la population locale. Les indicateurs de moyens décrivent le volume, unité physique, ou le coût des moyens utilisés, locaux, collaborateurs, etc., dans le processus de production du service. Les indicateurs de performance, IP, celles-ci s'évaluent selon 3 axes. L'efficacité mesure le rapport entre les résultats obtenus et les cibles déterminées. Il convient ici de faire la distinction entre les indicateurs sur lesquels le service a un impact, indicateurs d'impact, et ceux sur lesquels le service n'a pas ou que partiellement d'influence, indicateurs d'effet. La qualité mesure la satisfaction des usagers et la qualité des processus / procédures permettant de délivrer une prestation. L'efficience mesure le rapport entre les biens produits ou les services livrés et les ressources utilisées. Ce rapport est établi en fonction du niveau de service requis,
qualité des services. Comment interprète-t-on les résultats obtenus? Les indicateurs fournissent des résultats intermédiaires et finaux. Afin de faciliter leur suivi et analyse, on peut classifier les résultats en utilisant un rating qui peut prendre la forme de catégories haut, moyen, faible, etc. ou de couleurs vert, orange, rouge. Le déploiement des activités de contrôle doit prioriser la mise en place des contrôles liés aux risques jugés comme importants, tenir compte de l'existant et prendre en considération les impacts potentiels de projets en cours. Les contrôles appropriés sont ceux jugés comme étant les plus pertinents compte tenu de la structure. Quelle est la déclination du terme information dans le cadre du contrôle? Par information, il faut comprendre toutes les données financières et non financières qui permettent d'appréhender l'état d'accomplissement d'une mission à quelque niveau que ce soit, chef de département, directeur, collaborateur, etc. Une bonne compréhension des flux d'informations, organisation, gestion et circulation, est indispensable afin de cerner la manière dont l'information peut influer dans le processus de gestion des risques, depuis l'évaluation de l'environnement interne et de la fixation des objectifs jusqu'aux activités de contrôle et de pilotage. Il s'agit en particulier d'être en mesure de déterminer l'information pertinente à collecter. Citez quelques critères à prendre en compte dans la collecte d'informations. Niveau de détail de l'information nécessaire, niveau d'exactitude nécessaire, fréquence de collecte de l'information. Les informations sont actuelles et parviennent en temps utile. Comment gérer et traiter l'information? La gestion de l'organisation et l'atteinte de ses objectifs implique que l'information irrigue chaque niveau afin d'identifier, évaluer et répondre aux risques. L'information peut, de manière générale, provenir de sources internes à l'institution, boîte à idées, système d'information, etc., ou externes, rapports, enquête de satisfaction, etc. Une bonne compréhension de toutes les sources d'informations disponibles et utiles est indispensable. La maîtrise et la gestion de l'information sont étroitement liées au système d'information. Aussi, l'identification de l'information pertinente nécessaire, son accès, sa collecte, son traitement, son stockage, sa mise à jour et sa diffusion, seront fortement dépendants des technologies et des solutions employées. La gestion de l'information nécessite une structure qui permette de l'organiser en passant à travers les étapes de recensement, collecte, traitement, analyse et enfin de diffusion de l'information. Comment reconnaît-on la performance d'une activité? L'appréciation de la performance s'appuie sur 4 piliers dont l'équilibre permet à la structure de mener à bien sa stratégie. La gestion des ressources financières, comment gérer au mieux, vis-à-vis des citoyens et des décideurs politiques, le budget alloué. La relation aux citoyens, si, dans le secteur privé, l'axe client se traduit par des indicateurs de prix et de qualité des services et des produits, les expériences recensées dans le secteur public mettent l'accent sur l'efficacité sociale de l'organisation et sur la satisfaction du citoyen et des dirigeants politiques. L'amélioration des processus internes, pour satisfaire les usagers, quel processus de production ou de fourniture de services doit-on améliorer? L'apprentissage organisationnel et la gestion des ressources humaines, pour réaliser nos ambitions, quelles compétences faut-il développer et comment devenir une organisation apprenante? Ces éléments doivent être déclinés, pour chacun des piliers, en objectifs, indicateurs et actions.